Bonjour à tous. Cette semaine, dans les dessous de la faille, nous allons parler de la cité-état de Bilgewater, composée de pirates et du peuple Bourou. Comme d'habitude, on va d'abord parler du lieu, puis de la politique et de la culture, des langages, des relations internationales et des 12 champions de la semaine. Donc, la cité-état de Bilgewater contrôle l'archipel de la Flamme Bleue. On peut dire que la cité-état est divisée en deux parties. La capitale, Bilgewater, où tout le monde y est plus ou moins toléré, et le reste contrôlé par le peuple Bourou, le peuple autochtone dont Illaoi est issu. Ces derniers nomment l'archipel l'île aux serpents et non pas l'île de la Flamme Bleue. Et donc, je suppose qu'à Bilgewater, ville qui accueille tant les Bourous que les pirates, le débat île aux serpents contre île de la Flamme Bleue, c'est un peu notre équivalent du débat pain au chocolat contre chocolatine. Bref, le peuple Bourou semble avoir plutôt de bonnes relations avec la capitale, malgré quelques différences culturelles avec les pirates, et certains ont pu bien s'insérer dans la ville. La cité-état a installé à ses abords un système permettant de contrôler le courant local afin de repousser les monstres marins. La plus grande ville de Bilgewater est Rat Town, située dans la baie de Bilgewater. C'est la première ville sur laquelle vous tombez si vous passez par l'entrée principale. Elle est composée de détroits, d'isthmes, de grandes falaises sur lesquelles des maisons sont tissées, de canaux sinueux qui servent de rue et des criques. L'architecture de la ville est un mélange d'architecture bourou et d'architecture des pays des différentes vagues de migration humaine. L'architecture est donc très variée. En bas de la ville, proche du niveau de la mer, il y a des quais d'abattage sur lesquels on découpe les gros poissons pour en faire de la viande ou des armures, et à force de faire de la découpe, le sang des bêtes coule et rend l'eau autour du pont rougeâtre. Plus en hauteur, un pont mène au temple de la mère serpent et un autre pont, le pont Butcher, relie le port à la rue Fleet, réputée pour y héberger plein de pubs et de tavernes. Finalement, les relations entre bourous et pirates, bien qu'elles ne sont pas parfaites, elles sont assez synergiques. D'un côté, on a les bourous qui ont des grandes connaissances dans certains domaines et qui accueillent les pirates sur leur terre, et de l'autre, les pirates protègent l'île et permettent aux bourous de commercer plus facilement. Niveau politique, le pays est géré par plusieurs gangs contrôlant chacun un territoire. Les chefs de gang sont souvent des capitaines réputés. L'adage de la ville, c'est « plus on grimpe haut, moins on a de chances de se noyer ». L'application directe de ce proverbe dans l'urbanisation de la ville, c'est que l'altitude de votre maison est un marqueur social. Plus vous êtes haut, plus vous êtes riche. Bon, être en hauteur, ça permet aussi de se tenir loin des rats qui vivent sur les quais et qui sont... comment dire, assez impressionnants. Toutes les monnaies sont utilisées à Bilgewater, bien qu'ils aient développé leur propre monnaie, nommée les Kraken d'or, les serpents d'argent, preuve que les bourous ont énormément influé sur la culture de la ville, et les piécettes de cuivre dont je n'ai pas trouvé le nom. Je n'ai malheureusement pas trouvé de détails sur la manière dont sont gérés les territoires bourous, mais j'ai pu trouver quelques éléments parlant de leur religion. Les bourous vénèrent le dieu Nagakaburos, aussi nommé le Grand Kraken, la femme à barbe ou la mère des serpents. Ils ont construit beaucoup de temples à sa gloire. La religion des bourous est fondée sur 3 principes de foi. Chaque esprit est né pour servir l'univers a implanté la capacité de désir dans chaque être vivant, et enfin l'univers n'avance vers sa destinée que lorsque les créatures vivantes suivent leurs désirs. Pour la langue, dans la capitale, on ne sait pas s'ils parlent une langue particulière ou plusieurs langues venant d'autres pays. En revanche, le peuple bourou qui vit dans le nord de l'archipel a sa propre langue qui s'inspire principalement des langues aztèques et plus marginalement des langues mayas et polynésiennes. Et il y a vraiment beaucoup à dire sur cette langue, et j'avoue ne pas être sûr d'avoir tout compris, donc on va au moins pour aujourd'hui se contenter de l'écume des choses. Première caractéristique, c'est une langue agglutinante comme peut être le japonais, c'est-à-dire qu'on accole un max de préfixes et de suffixes aux mots. L'autre particularité de la langue est que les mots féminins se terminent par une voyelle, tandis que les mots masculins se finissent par un groupe de consonnes, comme par exemple TL ou STL. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter de se perdre totalement, mais sachez que c'est une langue dont on connaît beaucoup de codes, contrairement aux autres langues du jeu. Passons maintenant au chapitre sur les relations internationales. Commençons avec Freljord. Une part non négligeable des Bilgewateriens sont des descendants de Freljordiens. Les relations sont donc plutôt bonnes et les pêcheurs Freljordiens commercent avec la nation. Ayant profité de la guerre entre Ionia et Noxus pour piller Ionia, les pirates ne sont pas les bienvenus à Ionia. Côté Noxus, les relations sont compliquées suite à une histoire de vol d'un bateau noxien par le pirate Gangplank. Néanmoins, les Noxiens semblent pratiquant du pas d'amalgame et ne mettent pas tous les Bilgewateriens dans le même sac. Les Ishtali et les Bourous sont issus de la même diaspora.
Ils ont donc certaines parties de leur culture en commun, ce qui pourrait faciliter les échanges entre Bilgewater et Ixtal. Les relations entre Bilgewater et Piltover ainsi que ses comptoirs sont plutôt bonnes. Les pirates revendent bien les inventions de Piltover et certains Bilgewateriens aiment jouer aux cartes à Argilapolis. Les relations avec les îles obscures sont très mauvaises. En effet, ces derniers foutent la merde à Bilgewater tous les ans pour Halloween. Et quand je dis foutre la merde, c'est vraiment foutre la merde. On en arrive à la dernière partie de la vidéo, les 12 champions de la semaine, et on va commencer avec Gangplank, qui est un des pirates les plus influents de Bilgewater. Il a pillé les 12 mers, s'est enrichi considérablement et s'est mis à dos une bonne partie de Ionia et de Noxus. Mais personne n'a jamais réussi à l'envoyer devant les tribunaux. Et ça lui a créé une réputation d'invincibilité, ce qui lui a confié une domination quasi hégémonique sur Bilgewater. Son plus grand plaisir était de voir monter la prime sur sa tête, jusqu'au jour où Sarah Fortune a réussi à faire exploser son navire, son équipage, sa réputation d'invincibilité et donc son hégémonie sur la ville. Il a toutefois survécu, plein de cicatrices et est prêt à reprendre son influence. Sarah Fortune est une chasseuse de primes de Bilgewater, fille d'une famille de forgerons spécialisés dans la production d'armes. Un jour, Gangplank a forcé sa famille à lui confectionner des armes gratuitement. Une fois cela fait, la maman taunta le pirate en disant que ses armes étaient trop bien pour lui. Piqué dans son ego, le pirate flingue la maman de Sarah et fout le feu à la maison familiale avec les armes dedans. Si les armes étaient trop bien pour lui, personne ne les aurait. Sarah Fortune réussit à survivre à l'incendie et même à préserver les armes des flammes. Traumatisée, c'est totalement logiquement qu'elle va passer la suite de sa vie à préparer sa vengeance. Mais avant de s'attaquer à Gangplank qui est un criminel de renom, elle doit se faire la main sur tout un tas de criminels. Elle gagnera rapidement une grosse réputation de chasseuse de primes impitoyable mais de talent, jusqu'à finalement être au niveau. Vous connaissez la suite, elle réussira à détruire la vie de Gangplank. Bon, maintenant on peut se poser une question. Quand le seul but de votre existence est la vengeance, et que vous l'avez enfin accompli, vous faites quoi? Eh bien je n'ai pas la réponse, et donc j'espère qu'il y aura une suite, parce que le personnage a un potentiel d'évolution intéressant qui n'est pas si souvent exploité que ça dans les fictions. En général, la vengeance accomplie c'est même plutôt la fin de l'histoire, et pour une fois, ce serait super intéressant de voir une personne qui a accompli le seul objectif de sa vie, ne plus avoir de but, et devoir trouver un nouveau sens à sa vie. Illaoi est une membre du peuple Bourou, elle a le titre de prophétesse du grand Kraken. Elle voue sa vie à Nagakaburos, la divinité de son culte, ce qui ne l'empêche pas d'être une bonne vivante. Au sein du culte, elle a deux responsabilités. Combattre la brume noire qui vient des îles obscures, mais surtout chercher des individus qui possèdent le potentiel de relever le défi de l'épreuve de Nagakaburos. Contrairement à ses prédécesseurs, Illaoi n'ignore pas Bilgewater et a évangélisé une bonne partie de la ville. Elle a même testé certains de ses habitants, dont le capitaine Gangplank à qui elle aurait brisé le cœur. Twisted Fate est né chez des nomades de la rivière Serpentine. Il fut banni de son clan pour l'avoir protégé. Ouais, je sais c'est spécial, mais vous savez les mœurs et les coutumes, bref. De Hawkart, il fit sa fortune dans les tripots en plumant des arrogants de quelques richesses. Un jour, il croisa la route de Malcolm Graves, et se tenant en haute estime mutuellement, ils s'associent pour faire les 400 coups dans tout Valoran, jusqu'au jour où Graves s'est fait choper. Twisted Fate seul continua d'écumer bar et salon pour faire sa fortune. Si on l'attrape, il parvient toujours à s'évader avant l'aube, et personne ne sait ce qu'il fait de son argent. Malcolm Graves est un bandit de grand chemin élevé dans les contre-allées de Bilgewater. Il s'est rapidement associé à Twisted Fate. Leur plus grand coup, dévaliser la plus grande banque de Piltover. Le jour où Graves fut mis en prison, il tient responsable son acolyte. Une fois échappé, il cherche donc à se venger. Problème, Gangplank tente de leur faire la peau à tous les deux. Ils ont donc été obligés de s'associer une nouvelle fois et oublier les malentendus du passé. Nautilus était le meilleur plongeur chasseur d'épaves de Bilgewater. Très superstitieux, sa seule demande était que le capitaine devait jeter une pièce dans l'eau avant de rentrer au port. Un jour, le bateau de son équipage fut racheté par un capitaine obsédé par une épave, et Nautilus fut forcé de descendre dans les profondeurs de l'océan dans un scaphandre. Mais l'ancre auquel il s'était attaché se brisa. Une force mystérieuse le changea définitivement et il fut laissé pour mort. Il mit plusieurs années à rejoindre le rivage, souhaitant se venger de son ancien équipage. Problème, ces derniers étaient introuvables.
Il a donc décidé de retourner dans l'océan pour déchaîner sa vengeance sur des bateaux avec un équipage trop cupide à son goût. Pike était un travailleur d'un des abattoirs des quais de Bilgewater qui en avait marre de se faire exploiter. Il a donc fini par s'enrôler sur un bateau et pêcher à la manière dite traditionnelle. C'est-à-dire que pour pêcher les bestioles, il les découpait directement dans l'océan. Une fois mortes, c'était donc beaucoup plus facile de les remonter à la surface. Mais un jour, alors qu'il se battait contre un squalacanthe, le capitaine panique et découpe le filet de sécurité de Pike. Il s'est fait avaler tout cru par le gros requin et laissé pour mort. Il a tout de même réussi à survivre et à sortir du ventre de la bête. Mais cette expérience a fait naître en lui un énorme sentiment d'injustice. Voir des capitaines toujours s'enrichir tandis que les pauvres crevaient en faisant la basse besogne, cela lui donnait des envies de meurtre. Et c'est à partir de ce jour qu'il se met à assassiner un grand nombre de capitaines, de lieutenants, d'officiers et même de banquiers. Fizz est un Yordle capable de respirer sous l'eau. Il vivait dans une cité sous-marine qui a été détruite par des requins. En dépression, il s'est laissé dériver jusqu'à croiser un bateau et sympathiser avec les marins jusqu'à arriver à Bilgewater où il s'installa. Le Yordle des mers fut rapidement une légende dans la ville. Réputé insaisissable et aimant jouer des tours aux habitants, il lui arrive aussi de mener les marins à des coins riches en poissons. Passons maintenant à des personnages dont on ne connaît pas réellement la provenance. Tahm Kench est un démon légendaire d'abord connu sur les îles de la Flamme Bleue. À l'ouverture des portes du soleil, la légende se répand à Zaun et Piltover. Son credo, c'est de faire des propositions très alléchantes à des gens en échange d'un petit quelque chose. Les offres de Tahm sont toujours faites de manière à frustrer celui qui accepte la proposition, ce qui permet au démon de revenir plusieurs fois de suite avec une nouvelle proposition et de demander toujours un peu plus jusqu'à ce que l'autre n'ait plus rien et que le démon puisse le manger. Il est souvent utilisé comme symbole dans les troquets de Bilgewater où l'on y pratique les jeux de hasard. Evelyn est aussi un démon. Autrefois faible, la douleur, l'angoisse et la tristesse des humains lors de la guerre runique l'ont nourrie et remplie d'extase, faisant d'elle un être beaucoup plus puissant que la boule d'ombre engourdie qu'elle fut. Quand les guerres runiques prirent fin, plus de souffrance pour nourrir la pauvre chose. Elle comprend rapidement que pour pouvoir approcher d'un humain et le faire souffrir, il lui faut un corps humanoïde plaisant à regarder et apprend rapidement à se comporter de manière à les attirer. Si Tahm attire les hommes avec des promesses de gloire ou de richesse, Evelyn les attire avec des promesses un peu plus charnelles et torture ses amants jusqu'à la mort pour se nourrir de leur souffrance. Charmant. Son rêve est de replonger le monde dans le chaos pour revivre l'extase permanente de la guerre runique. Bref, je crois que l'on peut espérer qu'elle laissera ses rêves rester des rêves. Gragas adore boire. Mais souci, il est tellement gros qu'il n'a jamais réussi à être ivre, et ça l'a inspiré pour tenter de créer la bière ultime. Ses recherches l'ont mené à Freljord pour trouver la glace sans défaut. Une fois fait, sa route croisa celle d'Ash, en train de finaliser une alliance avec une autre tribu. Problème, une bagarre éclate, et une fois terminée, la bière de Gragas a réconcilié tout le monde. Il est donc considéré comme un héros chez Ash. Mais sa bière n'est toujours pas assez forte, il n'a toujours pas réussi à atteindre l'ivresse, et se remet en quête dans Runeterra des ingrédients nécessaires à sa bière ultime. En tout cas, ce genre de tenancier à Bilgewater devrait avoir un franc succès. Shaco est un assassin de Valoran en costume de clown surnommé le bouffon des ténèbres. Son mode opératoire, c'est de faire le guignol jusqu'à ce que quelqu'un meure. Et ça le fait beaucoup rire. Des rumeurs circulent à son sujet sur qui il est réellement. Est-ce que c'est un être venu d'un monde parallèle difforme? Est-ce que c'est la manifestation des penchants les plus horribles de l'humanité? Ou au contraire, est-ce que c'est juste un simple assassin à moitié fou? En tout cas, aucune autorité n'a jamais réussi à le choper. Je suppose que Bilgewater pourrait être un lieu adéquat pour se planquer quand on est un meurtrier en cavale. Allez, on a déjà fait nos 12 champions, mais avant de se quitter, un petit bonus. Le 29 mars 2010, il est annoncé que Urf le Lamentin va quitter son rocher situé au sud de Bilgewater entre Ixtal et les îles obscures pour rejoindre la Ligue des légendes. Le 1er avril, notre Lamentin arrive sur la rivière de la faille de l'Invocateur, mais se fait assassiner froidement par Warwick le loup-garou qui se servira de sa peau pour en faire un manteau. Depuis, pour honorer la mémoire du Lamentin, les 1er avril sont connus sous le nom de l'Urf Day.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous avez envie d'assassiner froidement des lamentins pour en faire des manteaux, vous pouvez le dire dans les commentaires.